Face à face. Questions à ceux qui font l'actualité. Face à face sur Radio Sénégal. Face à face, une émission présentée par Thierno Diallo. Amis auditeurs de Radio Sénégal, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Face qui reçoit ce dimanche 25 avril 2021 le directeur général de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, Maodo Malick Mbaye. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour Thierno. À la technique, Modou Diop, monsieur Maodo Malick Mbaye, vous êtes à la tête de l'ANAMO depuis 2012, 2 ans donc après sa création. Vous êtes diplômé en journalisme, spécialisé en communication. Vous êtes aussi le représentant du CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Vous êtes président de Gumsabop et président de l'Association nationale des élus départementaux, en même temps spécialiste en médiation internationale. Alors, le prétexte de cette invitation à mes auditeurs, c'est la problématique de l'emploi des jeunes. Depuis les événements de début mars dernier, l'emploi est devenu un leitmotiv. Justement, vous dirigez une agence qui est l'ANAMO, qui ambitionne, entre autres, de réduire la pauvreté par la formation et l'insertion des jeunes. En quoi faisant justement, M. Mbaye? Merci Thierno, merci. Et après avoir salué vos auditeurs de Radio Sénégal, je voudrais juste vous dire que l'Agence nationale de la maison de l'outil, créée en 2010, a eu jusqu'en 2012 compté 2 maisons de l'outil qui fonctionnaient par convention. C'est-à-dire, c'était des conventions à Touba avec la communauté rurale de Touba, devenue mairie de Touba, et à Dakar à la Solida, avec la chambre de métier de Dakar. L'Agence nationale de la maison de l'outil a, dans son cœur de métier, 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que l'ANAMO, la maison de l'outil en elle, offre un cadre d'exercice aux hommes de métier, aux artisans. Il leur donne également une formation par un accompagnement technologique. Et également, il y a ce qu'on appelle un prêt d'outils. Et toutes ces problématiques-là peuvent être expliquées parce que c'est les problématiques qui, dans le fond, sont des causes de chômage, de manque d'emploi. Pour le cadre d'exercice, une étude réalisée par les techniciens du ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique en son temps avait montré que 92% des hommes de métier sont dans des installations précaires. Moralité, ils arrivent à un moment où ils ne peuvent plus fonctionner parce que soit c'était des maisons abandonnées, le propriétaire en a besoin, ou bien ils occupent un espace public dédié à l'État ou bien dédié à autrui. Et le moment venu, contre toute attente, il faudra les enlever, les délocaliser et leur précarité aidant, le métier tombe à l'eau, ou l'exercice du métier. Une autre étude a montré que 72% des hommes de métier utilisaient des outils ou des équipements de seconde main. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a cette question cruciale d'avoir des outils adaptés à l'exercice du métier. Et c'est souvent des équipements, des outils qu'ils parvenaient à acquérir dans des tractations parfois douteuses, parce qu'on ne sait jamais qui appartenait ce matériel et souvent ça les conduisait à des poursuites judiciaires. L'autre élément, c'est que ça c'est un constat que beaucoup d'hommes de métier qui exercent les métiers l'ont appris par expérience, c'est-à-dire qu'ils l'ont pratiqué à un certain moment, ils maîtrisent les premiers rudiments et puis ils s'exercent, soit par appétence, il y a des gens qui exercent un métier parce qu'ils sont passionnés du métier, ou par hérédité. J'ai envie de le dire en wolof, papa tailleur, maman tailleur, après tu es tailleur, c'est-à-dire de père en fils, ça se transmet. Mais ça ne règle pas le problème d'être en adéquation avec les exigences techniques du moment pour pouvoir gagner la vie. Parce que quand votre père est tailleur en 1960 ou bien en 1980, si vous pouvez, parce que vous l'avez appris à ses côtés, le faire comme il le faisait, vous n'avez aucune chance de se performer et d'aller de l'avant, de gagner votre vie. L'exemple le plus patent en date, c'est la question de la mécanique. Aujourd'hui, l'essentiel des véhicules utilisés ici fonctionne avec la mécatronique. D'où l'intérêt du centre que nous avons mis en fonction à Mbour, le centre mécatronique de Mbour, où on apprend le métier. Donc voilà ce que l'ANAMO fait pour accompagner. Et il y a aussi les formations itinérantes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller dans le Jolof, on peut aller partout dans les zones les plus reculées, former les jeunes et les femmes dans des métiers porteurs. Qu'est-ce que j'appelle un métier porteur? Vous savez, quelqu'un nous disait que pour chômer, il faut 3 choses. Il faut ne rien apprendre comme métier, vous chômez. Quand vous apprenez un métier et que vous ne le maîtrisez pas, vous chômez. Quand vous apprenez un métier dont le cadre social n'a pas besoin, vous chômez. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2 métiers que personne n'apprenait, mais qui intéressaient tout le monde, parce que le besoin était là. C'est le métier de réparation de téléphone portable et le métier de blanchisserie pressing. Parce que nous sommes dit que c'est des communautés, ce fétichisme-là basé sur la communauté, sur la race, ne marche pas. Je ne veux pas prononcer de communauté, mais il y a des communautés auxquelles les Sénégalais, globalement, avaient affecté la blanchisserie. C'est ce genre de métier-là. C'est ce genre de métier-là. J'ai vu, Tcherno, le métier de réparation de téléphone portable au Ghana, en 3 ans, a donné 250 000 emplois. Je me dis que les jeunes Ghanéens ne sont pas plus engagés que les jeunes Sénégalais. Ils ne sont pas plus entreprenants que les jeunes Sénégalais. Parce que très souvent, je l'ai dit dans une réunion à l'étranger, je dis, les jeunes Sénégalais, si tous les jeunes Sénégalais ne sont pas des entrepreneurs, ils sont tous entrepreneurs. Si tous les jeunes Sénégalais ne sont pas des ingénieurs, ils sont ingénieurs. Parce qu'en chaque Sénégalais, jeune Sénégalais dort un génie, mais voilà, qu'il faudra réveiller. Donc voilà le cadre de ce que nous faisons. Et depuis 2012, il y a une 15aine de maisons de l'outil, une 12aine, mais il y a 2 maisons de l'outil qui seront inaugurées cette année. C'est la maison de l'outil de Fatick et la maison de l'outil de Kolda. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de maisons d'outils? Nous sommes à 12 maisons de l'outil qui fonctionnent. Les gens ne comprennent pas, vous l'avez peut-être constaté, à quoi servent en fait ces maisons de l'outil-là. Quel est le dispositif, sinon le mécanisme que vous avez en vue pour un peu faire connaître ces maisons-là? On me pose souvent cette question. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis modestement un apprenti communicant, un spécialiste en communication, mais bon, je comprends un peu certaines contraintes et certaines appréhensions à dire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est qu'en dehors des cibles. Parce que quand nous sommes arrivés à la maison de l'outil le 31 mai 2012, il y avait un budget de 372 millions, fonctionnement comme investissement. Je me suis dit, si nous devons faire, parce que toutes les structures qui sont connues, grandement connues par le grand public, c'est ceux qui ont opéré dans la communication institutionnelle et la communication de masse. Nous, quand nous sommes venus, nous nous sommes dit, communiquons directement avec nos cibles, parce que c'est eux qui sont principalement identifiés pour pouvoir fréquenter nos centres de ressources. Je rappelle que les maisons de l'outil sont des centres de ressources qui ont la spécificité d'être dans les coins les plus reculés. Parce que l'objectif premier, c'était d'abord, avant de lutter contre le chômage, le sous-emploi, il fallait lutter contre l'exode rural. Donc, les retenir à la base, comme on le dit en milieu rural. En milieu rural. Et en milieu, en tout cas, en milieu, je reprends, en milieu hors Dakar. Parce que le problème, c'est nous sommes, voilà. Et dans la communication, nous nous sommes dit, utilisons des moyens de communication pour que les cibles. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je le dis? Parce que le taux de fréquentation de nos maisons de l'outil vont au-delà varie entre 40 et 50%. Et justement, quelles sont vos cibles? Ce sont des gens qui n'ont pas réussi peut-être à l'école ou, comme on dit, des déchets scolaires? Vos cibles, c'est qui? Nos cibles, c'est tous les niveaux d'études et tous les niveaux de non-études. Tous ceux qui ne sont pas allés à l'école. Par exemple, je vous donne l'exemple de Thiénaba, la maison de l'outil de Thiénaba. Quand vous venez à la maison de l'outil de Thiénaba, d'abord, quand nous sommes arrivés dans le cadre de la communication axée sur les cibles, nous sommes allés rencontrer le calife général, que Dieu ait pitié de son âme, Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Nous avons présenté le concept parce que c'est souvent dans des villes où la réticence à tout ce qui vient principalement de l'État central, si ce n'est les questions de santé, il y a de la réticence. Mais nous nous sommes rendus compte que depuis l'indépendance, la première infrastructure à être mise en place à Thiénaba et qui parle de formation, d'insertion, d'emploi, de trucs, c'est la maison de l'outil. Nous sommes allés le voir, mais il fallait voir. Il avait un problème entre il nous a dit, tous mes enfants, tous mes petits-enfants, tous mes talibés ont appris le Coran, mais comme
principale activité, ils ne peuvent verser que dans l'enseignement du Coran. Et c'est lui qui le dit, lui, un homme de Dieu. Quand il dit l'enseignement du Coran, chez nous, ne peut pas être considéré comme un métier qui peut vous permettre de gagner votre vie. Par exemple, et aujourd'hui, nous sommes au travail. Aujourd'hui, à Thiénaba, il y a une blanchisserie détenue par les femmes qui sont sur place. Nous avons à Thiénaba également, parce que dans les maisons d'outils, il y a des équipements. Les menuisiers de tous les villages environnants fréquentent la maison de l'outil pour achever leur travail, assembler, faire tout ce qu'ils ont à faire en termes d'utilisation des équipements et parviennent à gagner leur vie honnêtement. Aujourd'hui, la coiffure. Vous savez, nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de jeunes et de femmes dans la localité, presque chaque année, et c'est annuel, qui parviennent à avoir et à exercer un métier après avoir assimilé le Coran. Et aujourd'hui, dans la zone, ils estiment que le meilleur moyen d'insertion, c'est la maison de l'outil. Mais, comme l'a dit le président de la République lors du conseil présidentiel, il faut des guichets uniques dans les localités les plus reculées. Pour qu'ils trouvent, nous avons un mécanisme d'accompagnement, un mécanisme d'apprentissage, un mécanisme d'insertion, mais les mécanismes liés au financement, ce sont les autres. Ce sont les autres. Ouais. Et le président, quand il parle de pôle emploi et de guichet unique, c'est toute la trouvaille aujourd'hui qui permettra aux jeunes, aux femmes, de trouver dans leur localité ce qui est nécessaire à leur insertion. Voilà. En termes de création d'emplois, aujourd'hui, l'ANAMO peut se glorifier de combien d'emplois, je veux dire? Oui, quand nous faisions le dernier comptage que nous avons réalisé, nous sommes à 17 tout corps de métier confondus. Qui ont été depuis 2012, oui, c'est ça? Oui, qui ont été formés. Mais aujourd'hui, nous avons signé une convention avec la DER. Cette convention-là, à hauteur de 2 milliards, va intégrer dans sa première phase l'équipement avec des kits d'insertion et un fonds de roulement des jeunes progressivement qui ont été formés. Et la première cohorte va recevoir son financement, son fonds de roulement et son kit d'insertion. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce que le problème également que le président a trouvé ici sur place, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de la formation, mais qui avaient un problème d'insertion. Et Thiernos, c'est peut-être qu'on va en reparler, comme le service après-vente du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Le président de la République, pour moi, a réglé deux problèmes, en mettant dans l'architecture institutionnelle du Sénégal deux notions. La notion d'insertion et la notion d'apprentissage. Parce qu'en venant ici, le président avait trouvé 87 centres de formation professionnelle publique. Aujourd'hui, il y en a 247. Il y avait 1010 jeunes et femmes formés avec l'apprentissage dans les métiers. Aujourd'hui, il y en a 28 380. Et pourtant, la demande est toujours là, le problème est toujours là, crucial. On parle en fait de chômage des jeunes. Mais pourquoi? Mais écoutez, moi je voulais d'abord qu'on évite de banaliser, je n'ai pas un autre mot, de voir comme banal ce qui s'est passé le 22 avril dernier au CICAD. Le Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. C'est historique. C'est historique parce que dans ce monde des autoroutes de l'information et de la communication, dans ce monde du fake news, dans ce monde des réseaux sociaux, un chef d'État qui parvient à aller, il n'y a pas un autre mot, à l'assaut des jeunes, à aller au contact direct des jeunes, à leur parler et à échanger avec eux sans filtre, je pense qu'il faut le faire. Et pourtant, certains ont dit qu'ils n'ont pas été pris au volet. Bon, non, je reviens. Voilà. Le président Macky Sall a fait preuve de courage d'abord, parce qu'il faut le faire. Vous savez, moi, quand le président, je me suis toujours battu dans les idées, dans la dynamique des débats, contre ce qu'il voulait voir comme quand le président dit « je vous ai compris, nous devons faire des efforts ». Quand il a dit qu'il y a des efforts à faire dans le cadre de l'emploi des jeunes, je me suis toujours positionné pour dire « arrêtez de croire que c'est un aveu d'échec, arrêtez de croire que c'est un nouveau départ ». Pour moi, je l'ai dit avant que Nabar ne sorte, j'ai dit c'est un appel à une accélération de ce qui a été fait. Mais, en fait, mais les événements déclencheurs de tout cela
En fait, ce sont les événements qui se sont déroulés en début mars. Mais vous savez, par rapport à ces événements, bon, je l'ai dit, je pense, la veille du conseil ou bien le jour, j'ai dit aucun jeune n'est sorti pour dire que j'ai pas du travail. Aucun jeune n'est sorti pour dire, dans cette révolte, si on peut l'appeler ainsi, qui est partie d'un événement banal, qui, sous d'autres cieux, pouvait être considéré comme un banal fait divers, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, a montré que aucun jeune ne s'est levé pour dire sur une pancarte ou à la télé ou qu'on n'a pas de travail. En lisant entre les lignes, mais je dis, on voit le une certaine président, colère des jeunes. mais colère. Voilà. Une colère non expliquée. Une colère parce que tout simplement les gens, on en avait, ça c'est le ras-le-bol de tout le monde. Parce que le Sénégalais est un bon viveur. Le Sénégalais aime sortir. Le Sénégalais aime se promener. Le Sénégalais aime rendre visite à l'autre. Quand on vous confine, on l'a fait depuis le mois de Ramadan pour des raisons indépendantes de la volonté des autorités, mais il est évident qu'on avait besoin d'une petite étincelle pour que ça éclate. Ça a éclaté, le président a réagi en bon père de famille. Et paternaliste sur les bords, il est allé au-delà de ce qu'il a entendu. Mais certains ont parlé de réaction épidermique. Voilà, les événements qui se déroulent, l'adresse à la notion du 8 mars, il annonce 350 milliards, ensuite 450 milliards. Cette réaction-là, la question de l'emploi, n'est-elle pas en fait beaucoup plus structurelle que conjoncturelle, vous ne pensez pas? Oui, non, je pense qu'il y a des éléments. Vous savez une chose, quand vous gérez un pays, je dis que parfois la seule fonction à laquelle je n'aimerais pas, je le dis, quand je parle de l'ingratitude de la fonction, c'est la fonction de chef d'État. C'est une fonction assez ingrate, où parfois vous avez des éléments d'appréciation, des éléments de jugement que malheureusement, vous ne pouvez même pas partager. Je reprends François Mitterrand quand il disait que j'ai des éléments d'information que je ne peux même pas partager avec mon épouse Bernadette. Pour la bonne et simple raison que vous avez un élément de lecture. Je ne suis pas de ceux qui disent que le président est l'homme le plus renseigné et l'homme le plus informé, connaît tout. Il n'y a personne qui puisse tout connaître. Je ne le dis pas. Mais je dis que dans ces grilles de lecture qui accouchent ces décisions, il y a toujours des éléments que nous ne pouvons pas cerner. Mais ce qu'il faudra dire, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été paternaliste sur les bords. Il s'est dit, il y a des choses qui ont été faites. Certaines ont été mal faites, d'autres n'ont pas été faites comme on l'attendait, mais le fait est là. Les jeunes, il faut leur trouver un moyen d'insertion et un moyen d'emploi, mais un emploi décent. Mais Thierno, il faudra également qu'il y a 3 notions sur lesquelles nous devons d'abord être d'accord. C'est les notions de chômage, de chômeurs. Vous savez, pour que le BIT, l'OIT, l'Organisation du travail vous prennent comme pour un chômeur, il faudra 3 choses ou 4. Il faudra que vous ayez un âge supérieur à 15 ans. Il faut que vous maîtrisiez au moins un métier. Il faudra également que vous puissiez vous lever au moins une fois pour aller chercher l'emploi. C'est la base. Quand vous n'avez pas 15 ans, on ne peut pas vous comptabiliser. Quand vous avez 15 ans et que vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de formation ou de maîtrise d'un métier, on ne peut pas vous comptabiliser parmi les chômeurs. Quand vous avez 15 ans, vous avez une formation, mais que vous n'êtes même pas allé au moins une fois par mois dans une structure pour chercher de l'emploi, on ne peut pas vous considérer comme tel. L'autre notion, c'est la notion équivoque entre le travail et l'emploi. Les gens parlent le marché du travail, ou chercher du travail. Le travail peut être bénévole. Le travail peut être gratuit. Le travail peut être forcé. Le travail peut être non payant. Ce qui aujourd'hui est recherché, c'est un emploi. Parce que tout emploi résulte ou parle ou donne lieu à un gain de ressources capables de vous faire permettre de gagner votre vie honnêtement. Donc je pense que globalement, il y a également un discours à tenir aux jeunes. Parce qu'un jeune, la jeunesse, il faut la cajoler. La jeunesse, il faut la rassurer. La jeunesse, il faut aux entraîneurs la draguer. Mais je pense que la jeunesse, il faut lui cracher des vérités. Mais justement, au regard de ces événements-là, est-ce que vous ne sentez pas que cette jeunesse se sentait un peu oubliée? Oui, d'une part, oubliée. Je pense qu'il faudra quand même mal nommer les choses, comme disait Voltaire, c'est ajouter à la misère du monde. C'est nos créneaux de communication qui sont très institutionnels. Nous sommes très institutionnels quand nous parlons aux jeunes. Et vous savez, ce qui m'a le plus épaté, séduit, c'est d'abord la posture vestimentaire du président quand il parlait aux jeunes. C'est important.
un jeune, parce que les jeunes là, mais ce sont nos fils, nos enfants, nos neveux. Nous devons avoir un créneau de leur parler. Et il faut, je le dis en wolof, nous nyemelen. Mais il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'on leur dise il faut qu'ils comprennent que le président de la République, même s'il avait 10 mandats, à la fin de son 10e mandat, il trouvera toujours des jeunes qui vont lui dire « Nous n'avons pas d'emploi, nous ne gagnons pas notre vie, nous ne sommes pas insérés. » Il faudra que dans notre communication, dans nos relations avec les jeunes, dans nos relations avec les cibles, qu'on puisse leur parler ainsi. Et qu'on arrête de les faire miroiter ailleurs. Malheureusement, ma position internationale ne me permet pas de citer des pays ou des chefs d'État. Quand je vois les Sénégalais idéaliser certains chefs d'État de l'Afrique, chez eux, il n'y a ni wax sa xalaat. Chez eux, il n'y a aucune liberté d'expression. Maintenant, ce que je peux dire depuis le 22, c'est que dans tous les États africains, il n'y a aucun chef d'État qui aspire ou bien qui s'est prêté une seule fois à l'exercice du 22 mars. Et pourtant, du 22 avril. Du 22 avril. Voilà. Et pourtant, certains ont dit qu'il y avait en fait beaucoup de folklore. Vous êtes spécialisé en communication. On parlait également de dialogue direct avec ces jeunes-là. Est-ce que vous pensez que la méthode la meilleure, c'était en fait le conseil présidentiel? Certains auraient dit, pourquoi pas des états généraux de l'emploi et pourquoi pas des assises sur l'emploi. Vous savez, les assises et les états généraux, on en a connu. Peu ont réglé. Peu d'états généraux, peu d'assises. Mais aujourd'hui, on s'inspire des assises nationales, non? Non, mais attends, parlons des assises nationales. Les limites des assises nationales, quelqu'un te dira, mais écoute, en quoi les assises sont nationales? Parce qu'il n'y avait pas tout. D'abord, le parti au pouvoir, à l'époque, n'était pas représenté. Deuxièmement, les deux qui sont sortis après l'élection présidentielle qui s'est passée juste après les assises, je ne suis pas en train de jeter de leur propre sur les assises. Non, mais je fais juste pour vous dire qu'il est extrêmement difficile d'embarquer tout le monde autour d'un d'idéaux de ce genre. Mais je répète que les assises nationales sont une excellente chose. Mais je vous dis, je reviens maintenant pour vous dire que les deux candidats qui, à l'élection présidentielle suivante, c'est-à-dire en 2012, sont arrivés en tête, c'est-à-dire c'est Abdoulaye Wade et Macky Sall, n'ont pas été des acteurs de ces assises nationales. Justement, si on revient un peu sur ce conseil, je veux dire, comparaison... Non, pour juste vous dire que vous parlez d'assises, il y a les états généraux n'en parlent pas. On peut faire des assises sur l'emploi, on peut faire des assises. Je pense que les assises, on peut parler d'assises. Mais ce qui s'est passé, l'intérêt de ce qui s'est passé, c'est que ce sont les jeunes qui sont venus, sans filtre. Moi, j'ai entendu un jeune dire au président, mais monsieur le président, les affaires doivent être, on doit nous gérer, on doit nous prendre au sérieux. Donc, j'ai triqué, ça dit ces gens-là, ce genre de propos, vous ne l'entendez pas quand il y a une organisation parfaite, quand les mots sont calculés. En tout cas, le conseil présidentiel, pour moi, a été un moment où le président de la République a fait preuve de courage. Il a surtout bravé ce qu'on appelle l'impopularité d'un moment. Et il les a écoutés. Et sans filtre, les gens se sont... Maintenant, dans le format, il y a des choses qui pourront, peut-être dans la durée. Moi, je ne suis pas... 10h, 19h. Moi, j'ai dit, par exemple, j'aurais dit que quand le président du Conseil national de la jeunesse a fini de parler, moi, je pense que ce n'était pas nécessaire de donner aux 14 régions, d'autant plus que c'est les conclusions des CRD et que les gouverneurs pouvaient les porter. Mais je pense qu'on cherchait à donner le maximum de parole aux jeunes. Peut-être prochainement, on va jouer sur le temps, mais il y a des temps forts. Quand je vois ce marchand ambulant-là, qui disait au président, qui allait lui offrir une paire de 12 paires de chaussettes. Vous savez, malheureusement... Et qui est venu délibérément avec ses... Délibérément parler. On a entendu les personnes handicapées, mais on a entendu également les Jakartamen qui ont dit où sont les fonds qui nous ont été alloués. Tout de suite, vous savez, le président a demandé, on lui a donné une information, il a balancé, le gouverneur est venu. Tout ceci nous montre aujourd'hui que notre régime, celui qui l'incarne en tête, nous n'avons aucun problème avec les jeunes. Maintenant, c'est ce genre d'activité, ces genres d'actes qu'il faudra poser et que le président de la République, nous puissions l'aider à amplifier
ce qui s'est passé le 22 avril. Justement, il annonce le programme Xëyu Ndaw yi avec près de 450 milliards. Voilà. En quoi est-il pertinent ce programme-là? Oui, je pense que l'intérêt de ce Programme d'urgence, de ce ouais. programme d'urgence, c'est qu'il y a au moins quasiment 9 points phares. Parce que le président a validé d'abord le programme d'urgence sur l'emploi et l'insertion dénommé Xëyu Ndaw yi en acceptant que c'est sous réserve de l'intégration des observations qu'on a trouvées pertinentes que les participants ont eu à apporter. L'autre élément, le gouvernement prendra les dispositions pour le recrutement de 65 000 jeunes à partir du mois de mai en veillant aux exigences d'inclusion Et d'équité d'équité territoriale. Cela veut dire que cela ne se faisait pas. Oui, d'une part, parce que quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Il faut qu'on accepte qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient, mais qui se faisaient mal. Mais l'intérêt, c'est que le président de la République, et j'ai oublié de vous dire, moi j'observe, je suis partie prenante, mais j'observe ce qui m'a le plus séduit, c'est que je sente que le président de la République du Sénégal est en parfaite bonne santé, parce que il a fait preuve d'endurance pendant 9 heures de temps. C'est un détail extrêmement important quand on gouverne un pays. L'autre élément, c'est que le budget convention État-employeur qui était de 1 milliard, Qui passe à 15 milliards. qui passe à 15 milliards. Et aujourd'hui, le ministère chargé de la formation, qui sera en rapport avec le ministère des Finances pour le projet de construction des centres de formation à l'échelle des départements. Dans les 45 départements. Dans les 45 départements. Mais il y a également une chose qui m'a le plus capté, c'est les pôles emploi, qui vont être des guichets uniques où le demandeur d'emploi, celui qui est intéressé par l'insertion ou la formation, trouve sur place les services de l'ADER, les services de l'ANPEJ, les services du 3FPT, les services du FONGIP, mais également va trouver sur place les services des maisons de l'outil. Parce que l'ANAMO a un dispositif de 36 maisons de l'outil en son patrimoine. Et aujourd'hui, si nous sommes accompagnés, on peut rendre fonctionnel toutes les 36 maisons. Et ça, ce n'est pas un aveu d'échec dans cette politique de financement des jeunes? La DRFJ est là, le FONSIS, le FONGIP, etc. qui Je parle tour pas. de bras. J'ai Voilà. pas envie. Quand le président va jusqu'à créer un pôle emploi un guichet unique, etc., cela veut dire que Je pense les choses ne marchaient pas, c'est ça? Non. Je pense que le président a dit deux choses extrêmement importantes. C'est réorientation, réglage. C'est-à-dire que en disant qu'on crée le pôle emploi, moi je perçois en tout cas cette idée comme une idée majeure et révolutionnaire. Et il ne faut pas que ça. Parce qu'il faut que, même dans les autres segments de la santé, de l'éducation, qu'on fasse en sorte que les citoyens ne puissent pas mener des efforts surhumains pour aller, d'une part, chercher un papier ici, d'autre part, aller se faire légaliser là-bas, et d'autre part, aller faire l'inscription sur place. Moi, je pense que globalement, c'est les services de l'État qui sont appelés même. Je pense qu'on peut aller vers ces réformes-là à ce que tous les services dont a besoin un citoyen puissent être localisés en même temps dans un terroir. Le tout Dakar pose également problème. Et je pense que depuis 2012, le président de la République a juste compris que de 1960 à nos jours, l'essentiel des infrastructures était sur l'axe Dakar-Thiès-Saint-Louis. Et quand on vous dit qu'un département comme Médina Yoro Foulah, depuis presque 25 ans, n'avait pas un seul kilomètre de route. Cela veut dire que... Et ce n'est pas... Le Sénégal est en train... Malheureusement, on ne le dit pas très souvent. Le Sénégal est en train de donner un exemple un peu partout dans le monde, dans le cadre de la lutte contre l'inéquité sociale, l'inéquité territoriale et les inégalités sociales. Parce que le djihadisme, le terrorisme, aujourd'hui, qui est en train d'écumer certains pays, a comme oxygène l'absence d'État, le manque d'équité territoriale dans les investissements publics, mais surtout les inégalités sociales. C'est donc dire que globalement, moi je pense que j'en appelle en tout cas à tous nos amis, tous ceux qui peuvent rendre plus audible ce qui a été fait à Diamniadio, d'éviter de faire traiter ça comme un fait banal. C'est historique. Comme du folklore. Non, il y avait...
je pense que le président, il y avait parfois des velléités. Par exemple, vous entendez des gens qui voulaient peut-être manifester comme si c'était dans un meeting politique. Le président a sifflé la fin pour dire nous sommes dans un conseil présidentiel. Et je pense que tout s'est passé comme on le souhaitait, c'est-à-dire dans un cadre institutionnel où les gens ont parlé, où les jeunes ont parlé sans filtre. Et aujourd'hui, je pense que le cap est orienté, le là est donné et je pense que tout le monde. Et c'est le début du compte à rebours. Amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Face à Face qui reçoit ce dimanche le directeur général de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil, Maodo Malick Mbaye. Alors, le président Macky Sall a annoncé beaucoup de milliards, 450 milliards pour ce programme d'urgence. Comme vous le savez également, on parle d'un taux de chômage qui avoisine 16 voire 17%. Est-ce que ces 450 milliards, M. Maodo Malick Mbaye, suffisent un peu à régler, sinon en partie, cette problématique de l'emploi des jeunes? Pour moi, le problème du financement, non, c'est quand le président l'a annoncé, c'est pour mettre la main à la poche, pour accompagner les initiatives. Mais ce qui est pris aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait par le ministère de la formation, de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. En complément ou bien avant la mise en place de ces 450 milliards-là. C'est cette orientation à faire de l'insertion, de l'apprentissage, leitmotiv. Et quand je vois ce que nous avons comme centre de formation, ce qui a été fait pour le financement de la formation professionnelle et technique avec 3FPT, ce qui est en train d'être fait entre le relèvement des curricula avec l'ONFP, je pense qu'avec 450 milliards, on peut des choses extrêmement tangibles et irréfutables peuvent être réalisées. La seule chose maintenant sur laquelle j'ai une équation qu'on doit résoudre, c'est l'équation des procédures. Parce que nous sommes pratiquement on est en train d'entrer dans le deuxième trimestre de l'année 2021. Le président a pris des engagements. Donc si les procédures de marché public ne sont pas allégées, s'il n'y a pas des procédures exceptionnelles dans la prise des décisions et l'exécution des dépenses publiques, on pourrait arriver au mois de novembre et basta repetita, on dira, Monsieur le Président, ce que vous avez promis, on ne l'a pas vu et je pense que ceux qui le diront n'auront pas tort. Et il a carrément dit, cette fois, c'est la tolérance zéro pour les lenteurs administratives. Oui, mais bon, j'ai écouté le président de la République. Je suis tout à fait d'accord avec sa préoccupation que effectivement il y aura tolérance zéro, qu'il faut que les choses bougent. Mais au-delà pratiquement de cette déclaration que nous voulons, vous savez, je le dis très souvent, le président Macky Sall, dans sa relation avec les Sénégalais, est d'une sincérité paysanne. Ce qu'il dit et les actes qu'il pose, en vérité, Macky Sall est un homme sérieux. Je viens à ce niveau. C'est un homme sérieux. Vous savez, même politiquement, quand il part à une élection, toutes les élections auxquelles il a participé, pourquoi il les gagne? Parce qu'il les prépare sérieusement. Il pose les actes de manière sérieuse. Maintenant, vous savez, la collaboration doit être actée dans la loyauté. Vous savez, la loyauté, c'est de dire quoi parfois? Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, mais on ne le dit pas en public, parce qu'on ne sermonne pas un chef d'État, on ne le conseille pas en public. Mais quand vous avez le privilège quasi suprême d'accéder directement à un chef, De Gaulle disait que mentir à un chef d'État équivaut à un crime contre l'humanité. J'en reviens pour vous dire que nous devons dire ceux qui ont de la responsabilité et l'accessibilité directement au président, doit lui dire, Monsieur le Président, ce que vous avez réussi le 22 avril est monumental. Ce que vous avez fait depuis lors, c'est faramineux. Ce qui a été fait est exceptionnel. Mais si, d'ici mois de novembre, si les mêmes procédures, c'est moi qui vous le dis, si les mêmes procédures de passation, d'exécution des marchés publics ne sont pas modifiées, allégées et adossées à la transparence, aux exigences de transparence, c'est moi qui vous le dis. wax nag olof nee na la muy neexee te du nekk dëgg mu naqari ko te nekk dëgg, c'est-à-dire que le miel, moi je le préfère sur ma langue que dans les oreilles. Ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que le cap est déterminé, la vision est très claire. Nous, au niveau du ministère de la formation professionnelle, j'en profite d'ailleurs. On ne félicite pas son supérieur, mais je me félicite de la démarche du ministre Dame Diop qui va au front, qui est en train de mouiller le maillot, comme on dit. Je suis à peu près sûr que tous ces autres collègues du gouvernement ont le même engagement, mais moi,
ce sur quoi j'alerte en tout cas, c'est des procédures allégées, adossées aux exigences de transparence pour que les résultats puissent être atteints. Et dire également, Thierno, qu'on ne garantit pas à toute la jeunesse du travail. Justement, c'est là le problème, M. Maodo Malick Mbaye. Alors, ce programme-là d'urgence, ce sont à terme 443 000 emplois et autres emplois qui seront créés. Et certains ont vite dit que est-ce que c'est pas en fait une goutte d'eau dans la mer. On a parlé en fait de pavage, on a parlé d'hygiène publique, etc. Est-ce que ce sont des emplois durables? Oui, vous savez, l'emploi d'abord, il faut l'avoir. Il faut avoir la main. N'importe lequel. Non, mais ça dépend d'un niveau. Par exemple, tu peux pas, je sais pas, nous, à l'ANAMO, nous avons formé un bachelier qui avait son licence en droit, mais qui a eu l'humilité et le réalisme de dire que l'université, ça ne marche pas. Ce que je vais faire, je vais m'approcher de l'ANAMO. Nous l'avons formé et nous l'avons équipé. Aujourd'hui, il gère une ligne de blanchisserie ici à Dakar. Il faudra également que les jeunes puissent comprendre que soit je suis doué de faire dans l'emploi, dans l'auto-emploi et dans la création d'emplois, soit, ou bien si je dois m'occuper que de moi-même, quand on me propose quelque chose que je n'ai, un salaire si minime soit-il, que j'aille le prendre d'abord. Tiens, moi qui vous parle, je suis allé au conseil régional de Thiès, recruté par, je salue d'ailleurs celui qui m'a donné mon premier emploi, Mambouna Massal. J'avais un salaire, j'étais commis d'administration. J'avais ma licence déjà en philosophie, j'étais commis d'administration. J'avais un salaire de 87 000. Mais c'est parce qu'au moins, je me suis dit que 87 000 m'a permis au moins de régler les problèmes liés à ma maman et à certaines exigences et à être autonome sur certaines questions d'intendance. Je pense qu'également, comme je l'ai dit tout à l'heure, une jeunesse, on la cajole, on la drague, on la séduit, mais aux entournures, il faut lui cracher également la vérité. Tout en ayant un contact permanent et direct avec elle. Mais aujourd'hui, quand des jeunes voient en fait que certains qui sont peut-être passés par la politique réussissent mieux que ceux qui sont diplômés, en fait, c'est une matière à réflexion, non? Oui, c'est une matière à réflexion. Mais vous savez une chose, nous tous, nous avions eu cette perception. Voilà. Moi, je ne suis pas né dans une famille politique. Je prends mon exemple, pas par nombrilisme, non, loin s'en faut, mais je la prends parce que ça me concerne et c'est un exemple que je peux expliquer. Mais moi, ce n'est pas ça. Par exemple, je dis aux gens, allez avoir un métier. Nous formons les lutteurs en sérigraphie. La première fois où j'ai des monstres devant moi, je leur ai dit, bari du métier. Ce jour-là, j'ai failli être boxé. Mais à la fin de la cérémonie, nous avons eu au moins l'ANAMO une trentaine de lutteurs qui ont été formés. Cela veut dire quoi? Pour en revenir en politique aussi, il faudra qu'on dise aux jeunes que politique du métier, politique passion-le. Et aujourd'hui, tous les gens qui le font, pas parce que c'est leur métier, mais parce que c'est leur passion, mais parce que leur engagement, comme je dis, tout engagement politique vise l'accès aux ressources nationales pour en assurer une distribution équitable. Tous ceux qui comprennent voient la politique comme un raccourci, mais souvent ils se cassent les dents. Et nous devons dire aux jeunes que politique du métier. La politique n'est pas un métier, il faut avoir un métier pour avoir un emploi. Moi, on me dit, Malick Mbaye, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, moi, je suis consultant, expert en communication. Et justement, quel sera le rôle de l'ANAMO dans ce programme d'urgence pour l'emploi des jeunes? Quel rôle vous allez jouer concrètement? D'abord, nous allons proposer la construction, la réhabilitation et l'équipement de toutes les maisons de l'outil. Si nous les réhabilitons tous, nous serons présents dans 36 départements. Ce qui est parce qu'il n'y a pas de structure qui ait au moins un patrimoine de ce genre. Nous avons 36 maisons de l'outil dans 36 départements. Ça, c'est un problème que nous devons régler. L'autre problème, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons signé une convention avec l'ADER, une convention sur l'IGEI qui s'appelle l'IGEI Légui, où 9 corps de métier, 1000 jeunes et femmes qui sont formés dans 9 corps de métier vont recevoir leur kit d'insertion et leur fonds de roulement.
je pense qu'on n'a pas envie de s'auto-glorifier, mais je pense que l'ANAMO risque d'être le premier contributeur en termes dans ce programme-là. C'est-à-dire parce que au mois de mai, nous allons mettre sur la table, nous allons donner, sous la présidence de notre ministre de tutelle, le ministre Dame Diop, mais également avec la DER, et si serait souhaitable que le président de la République préside cette cérémonie, de venir donner de l'emploi à 1000 jeunes. Ça, c'est pas loin. Ça, c'est à la fin du mois de mars. C'est quel genre d'emploi, concrètement? Voilà. 9 codes de métier. Il y a, je vais citer, bon, les rigueurs du Ramadan vont faire que, peut-être, je pourrais pas, je me tromper. Il faudra creuser les ménages. Les Sambènes risquent de me taper dessus. Mais d'abord, il y a la réparation de téléphones portables. Il y a le pressing, la sérigraphie. Il y a la couture. Il y a la teinture. Il y a la coiffure. La coiffure. Il y a la réparation des appareils photovoltaïques, il y a la réparation des lampadaires solaires, et je pense qu'il y a 2 autres que voilà. Mais c'est vous dire que c'est des métiers porteurs. Mais l'intérêt, ce n'est pas que ça. Tous ces jeunes-là vont être des employeurs parce que chacun d'entre eux va travailler avec au moins 2 autres jeunes Sénégalais ou 3. Cela veut dire que ce que nous allons faire dans son historicité va montrer que il est possible de quitter le statut de demandeur d'emploi au statut d'employé et d'entrepreneur. Et comme je le disais tout à l'heure, je le répète, si tous les jeunes Sénégalais ne sont pas tous des entrepreneurs, ils sont tous entrepreneurs. S'ils ne sont pas tous des ingénieurs, ils sont tous ingénieurs. Mais qu'est-ce qui bloque, M. Mbaye? Est-ce que les jeunes le comprennent ainsi, qu'il y a l'ANAMO qui est là, et comme vous avez dit, d'ici, le président a parlé de fin mai, le recrutement de 65 000 jeunes, et vous mettez sur la table près de 1000 jeunes. 1000 qui vont utiliser, qui vont travailler avec 3, ça va être avec 2, ça doit faire 3000. Bon, nous allons dire, Monsieur le Président, vous avez vos 65 000. Nous, modestement à l'ANAMO, nous apportons 3 000, nous seuls. Mais est-ce que ces jeunes-là, Sénégalais, peut-être qui sont descendus peut-être dans la rue, et les autres sont intéressés par ces cours de métiers dont vous parlez? Je vais vous dire, le problème de la communication, et le problème de la communication est face aux questions d'emploi. L'emploi, c'est comme l'argent. Vous savez, parfois, est-ce que vous avez entendu à un certain moment, toujours on te dit, c'est-à-dire le bon temps, il est toujours au passé. C'est-à-dire, on te dit, il y avait des temps où l'argent coulait à flot. Mais au moment où l'argent coule, personne n'accepte dans notre Et certains disent même que du temps de Wade, l'argent coulait à flot, mais avec Macky Sall, c'est... Non, je le dis, je ne suis pas rentrer dans cette comparaison-là, mais je dis, la question de l'emploi aussi, c'est la même chose. Ceux qui ont un emploi, ceux qui viennent, qui s'insèrent, qui ont une occupation professionnelle, n'ont jamais créé une marche, n'ont jamais manifesté, n'ont jamais tenu une marche publique pour dire nous avions cherché du travail, nous en avons. C'est la raison pour laquelle c'est ceux qui en manquent qui manifestent le plus. Et dans toutes les sociétés, vous trouvez les gens qui ont plus d'appétit que de dîner. Dans d'autres sociétés, vous trouverez des gens qui ont plus de dîner que d'appétit. Voilà, si on revient un peu sur ces politiques d'emploi au fil des régimes, peut-être de Diouf à Macky Sall, on se rend compte que malgré tous les efforts que les régimes font, c'est une quadrature du cercle, c'est-à-dire un problème insoluble, c'est cette question d'emploi des jeunes. Je vais vous dire, moi je n'aime pas le mode comparatif, mais parfois on est obligé. Moi je pense que le président Abdou Diouf a réalisé de grandes choses quand même, dans le cadre surtout de l'industrialisation du pays. Et cette industrialisation-là a donné de manière territoriale des opportunités d'emploi. Quand vous allez à Thiès, vous trouvez NSTS, vous trouvez la Société nationale des chemins de fer, Manufacture sénégalaise des arts décoratifs. Quand vous allez à Ziguinchor, vous trouvez Sonacos. Quand vous allez à Diourbel, vous trouvez la SIB. Il y avait la Sotexka. Il y avait la Sotexka. Donc Abdou Diouf a fait pas mal de choses. Quand
Abdou Diouf est parti sous le feu rampant, sous le feu vraiment dévorant des politiques d'ajustement structurel. Malheureusement, Wade qui disait que quand il est parti du pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, c'est une anecdote dont nous nous rappelons, il est allé dire au Khalife général des Mourides, priez pour moi parce que ce que j'ai trouvé comme argent ici. Donc quand Diouf quittait tous les signaux macroéconomiques étaient au vert, nous le lui devons. Wade aussi, quand il est arrivé, le président Wade, je pense qu'il a fait des efforts en mettant en place le FNPJ, en mettant en place d'autres structures, la neige, en mettant en place la maison de l'outil dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, il a fait des efforts. Mais le président Macky Sall, quand il est arrivé, je pense qu'il a, de manière exceptionnelle, ce qu'il a réalisé, c'est d'abord ce que tout le monde avait comme problème, ses prédécesseurs, à dire que les Sénégalais on veut leur donner du travail. Ils veulent travailler, mais ils n'ont pas de formation. Il a mis en place le 3FPT, qui finance la formation professionnelle. C'était 5 milliards, je pense qu'il en est à 25 ou à 40 milliards. Il a mis en place l'ADER. Il a laissé en place l'Agence nationale de la maison de l'outil. Et il nous a dotés de moyens qui ne sont peut-être très loin d'être suffisants, mais c'est dire qu'il faudra que les uns et les autres apprennent des échecs des prédécesseurs. C'est alors seulement que vous pourriez apporter quelque chose. Et les deux notions fondamentales qui vont aider. D'abord, il faudra que l'industrialisation du Sénégal, que le tissu industriel puisse être déroulé un peu partout et de manière territoriale. Ce qui n'est pas le cas. Oui, et là il y a des efforts à faire à ce niveau. Dans le cadre de l'industrialisation. Beaucoup d'entreprises. Par exemple, je donne fermé, mais prenons un exemple. Il nous faut une grande industrie, une grande société industrielle de transformation des fruits basée dans la partie sud du pays, notamment soit à Ziguinchor, à Kolda ou dans ces régions-là. Et que que des jeunes puissent, qu'on revive un peu l'atmosphère qu'on vivait dans nos familles, avec nos pères et nos grands-pères, au niveau de Thiès, Société Chemin de Fer, au niveau, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de la Sodefitex, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a à ce niveau. Il faudra également que la vision du président sur l'insertion, sur l'apprentissage, puisse être accompagné et arriver à terme. Je suis sûr que sans avoir maintenant l'ambition, la très haute ambition, qui est pratiquement irréalisable de donner du travail à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours des gens qui ont plus d'appétit que de dîner et des gens qui ont plus de dîner que d'appétit. C'est ce qu'on trouve partout, mais je suis à peu près sûr que le curseur est mis là où il doit l'être. Voilà. Et maintenant, avec un peu d'accompagnement, on pourra trouver le juste nécessaire pour régler ce problème. Vous l'avez dit, hein, les ambitions sont là, réelles, mais il y a également la réelle politique, c'est-à-dire la réalité également du pouvoir. On le sait, beaucoup d'entreprises, de PME, PMI qui ont fermé la clé sous le paillasson avec la COVID-19 qui a quelque peu aggravé un peu la situation et on en est arrivé à ces événements douloureux de mars. Et maintenant, aujourd'hui, le président se projette sur le PAP 2A, le programme d'action prioritaire accéléré et ajusté, avec un optimisme béat. Est-ce que là, vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être un peu relativiser un peu les ambitions pour ne pas demain, face aux jeunes, dire que, comme vous l'avez peut-être dit, nous voulions aller de A à Z, finalement, on va de A à B ou C? Oui, mais non, je pense que ce qui a été dit, moi, je suis assez optimiste de voir que le défi peut être relevé. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le défi, c'est que quand le président ambitionne de mettre en fonction, de rendre fonctionnel, de créer, de rendre fonctionnel 45 centres de formation, c'est que c'est à la base que le président de la République ambitionne de régler le problème. L'autre élément, comme je l'ai dit, moi, ma seule crainte, c'est les procédures. Mais je suis à peu près sûr que, parce que le PAP 2A s'est ajusté et orienté vers l'émergence dans l'objectif 2035, il n'y a pas deux PSE. C'est le PSE
Il n'y a pas un PIC1, c'est le PIC2. C'est le PIC... Mais c'est loin, non, 2035. Non, et mais... les jeunes ne peuvent pas attendre. Non, mais on ne leur dit pas d'attendre, justement. On ne dit pas aux gens d'attendre 2035. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choix, des politiques dont les résultats vont tomber illico presto, d'une part. Au mois de mai, 65 000 emplois. Mais bien sûr, quand on vous parle, par exemple, d'industrialisation, mais pour pouvoir mettre en place une industrie forte et capable de générer en termes d'emplois, un certain nombre d'emplois viables, je pense que c'est avec le temps. Mais également, il n'y a pas que ça. Je pense que le président de la République, sur tous les aspects liés à l'humain, au respect de la dignité humaine, a posé des actes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez dans des régions comme Sédhiou, comme Kolda, c'est des régions qui étaient quasiment oubliées en termes d'infrastructures. Il y a des choses qui ont été faites, mais tout ne peut pas être... Il y a des choses qui ont été faites, tout ne peut pas être fait en un temps record. Mais ce que je sais, c'est que quand le président, le gouvernement a décidé de mettre en place ce programme d'urgence, c'est avec des mécanismes maintenus, un mécanisme vraiment soutenu et avec une perspective réalisable à terme. Ce qu'il faudra dire maintenant, c'est que on a dit Nabar, mais je pense que Nabar aussi, c'est un signal fort pour tout le monde, pour tous les acteurs et notamment pour nous qui sommes des exécutants des politiques publiques. Voilà, annonce pour annonce, le président qui dit toujours que le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, va mobiliser 63 entreprises et générera 11 200 emplois directs et plus de 30 000 emplois directs. Je veux dire, certains ont cru être en fait dans l'arène politique, je veux dire, des promesses de campagne, avec toutes ces annonces en grande pompe. Mais Thierno, quand vous croyez que quand pratiquement plus de 100 000 bénéficiaires, 100 000 Sénégalais bénéficient de l'ADER, ça c'est une promesse de campagne. Ça c'est la réalité. Quand on vous dit que les apprentis formés dans les centres de formation, c'était 2010 jusqu'en 2012, ils sont aujourd'hui à 28 585, c'est pas une promesse de campagne. Quand on vous dit aujourd'hui que le PUDC, le PUMA, a réglé un problème de territorialisation, de l'équité territoriale, partout où vous n'aviez pas des villages où vous peignez à trouver de l'eau et des infrastructures, vous les trouvez. Je pense que c'est pas une promesse de campagne. Pourquoi attendre aujourd'hui pour réorienter les priorités? Mais vous savez une chose, que tout homme d'État écoute, en fait, tous les hommes d'État avertissent. Écoute leur peuple. Écoute leur peuple. Voilà. Et les agrégats de manifestation ou les agrégats, les éléments constitutifs de la vie de la nation, soit par des événements douloureux ou non, prévus ou imprévus, obligent l'autorité à revoir un certain nombre de choses. Parce que, vous savez aussi, on ne peut pas... Macky Sall a la malchance d'une chose, c'est-à-dire que le président Macky Sall, c'est que aujourd'hui, les jeunes qui sont qui vous demandent aujourd'hui des choses, qui réclament un bien-être, qui réclament une meilleure prise en compte de leurs aspirations. S'ils ont 20 ans, quand le président Macky Sall arrivait au pouvoir, ils avaient 12 ans. Ils venaient d'avoir le certificat d'études primaires. Ils ne connaissent que le président Macky Sall. Soit c'est lui qui règle leurs problèmes, soit il est le principal acteur de leur malheur. C'est la raison pour laquelle il serait bon d'avoir, nous en tout cas dans le cadre de notre programme de la plateforme Gamsabop, nous allons procéder à des foires, à des focus group pour expliquer aux jeunes qu'en 2012, je l'ai dit, je n'aime pas le mode comparatif, mais on est obligé. En 2012, le président Macky Sall a sauvé une année scolaire. En 2012, la campagne agricole et arachidière n'allait pas avoir lieu. En 2012, il y a eu des émeutes en 2011 de l'électricité. Aujourd'hui, on a l'électricité partout. C'est d'abord leur mettre en place un tableau
une situation de référence et leur dire que maintenant, écoutez, tant qu'il y a un manquement dans les exigences d'une nation, l'État est responsable. On ne peut pas en dire autrement. C'est-à-dire quand les choses manquent, c'est l'État qui doit être qui doit monter au créneau pour les régler. Et je pense qu'il l'a fait. Voilà. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que, et s'en satisfaire, c'est qu'il y a une communication sans filtre, une communication sans gants, une communication, je pense, au lendemain de laquelle beaucoup de, comme on dit, l'église est remise au centre du village. Voilà. Amis auditeurs de Radio Sénégal, je rappelle que vous suivez Face à Face qui reçoit ce dimanche Maodo Malick Mbaye, le DG de l'ANAMO, président de Gëmsa Bopp. Le dernier volet de cet entretien, on va parler politique avec ce troisième report des élections locales. Cela ressemble à quoi finalement ces multiples reports? L'opposition qui soupçonne déjà une volonté délibérée du pouvoir de, décaler l'ensemble du calendrier électoral jusqu'en 2024, c'est ça? Très bien. Moi, je pense que, Thierno, le problème de du monde politique sénégalais, du champ politique sénégalais, vous savez, la démocratie, ce n'est pas seulement des alternances à répétition. Ce n'est pas seulement des institutions qui fonctionnent. Ce n'est pas seulement des acteurs qui se respectent, mais il faudra la sincérité et la confiance réciproque entre acteurs. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que le Sénégal, qui vote depuis 1800, presque 200 ans, pour auditer son fichier électoral, appelle des compétences étrangères. Pour moi, c'est inacceptable. Et tout ce qui résulte d'un seul fait, que les acteurs ne se font pas confiance. Ils sont tous crédibles, opposition comme pouvoir, mais nous devons nous battre pour nous faire confiance les uns les autres. Et aujourd'hui, dans ce report-là, la responsabilité, la responsabilité est plus engagée du côté du côté de l'opposition. Je ne le dis pas parce que... Vous ne pensez pas que ce que réclame, c'est légitime, les élections à date échue? Oui, mais à date échue... 31 décembre. Mais non, 31 décembre, à date échue, on a dit au plus tard. Donc, rien ne nous dit que ça peut se tenir au 31 décembre, comme ils le disent. Mais je pense qu'on ne peut pas, dans la vie, on peut tout soutenir. C'est, je pense que Mirabeau qui le disait, qu'on peut tout soutenir, sauf l'inconséquence. On ne peut pas nous dire, on veut des élections, on veut un audit du fichier électoral. Le fichier électoral, on veut l'auditer, mais on veut des compétences étrangères. Je pense que quand vous posez un certain nombre de conditions, vous devez l'accepter. Mais ce qui est important pour le bien de la démocratie sénégalaise, je pense que nous devons si nous devons faire un sursaut sur nos ambitions personnelles, parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ce que nous voulons, ce que nous vivons actuellement, que personne, 2024, au-delà de nos aspirations, il y a un déterminisme universel. C'est le bon Dieu. C'est lui qui nous disait que Soumaïla Cissé était le président tout fait, prochain président du Mali. Où est-il? Ahmed Bakayoko, mon ami, auquel j'ai assisté à l'intérieur en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il faut que les gens oublient leurs ambitions personnelles. Moi, j'ai envie de dire qu'on doit avoir des années électorales stabilisées. Et pour ça, il faudra que les gens réfléchissent en oubliant leurs émotions, bien sûr, leur passion, même si rien de grand ne peut se faire sans passion. Voilà. Mais comme disait Hegel, mais il nous faut vraiment dépassionner le débat. Mais pourquoi, en 92, on a eu un code consensuel, mais pourquoi pas aujourd'hui, l'État, le pouvoir ne lâche pas du lest? Non, je pense qu'on est allé au dialogue. Sur pratiquement plus d'une vingtaine de points, un seul n'a pas trouvé de truc. Le président de la République, ce n'est pas pour rien que le CIRID, au niveau du CIRID, que nous avons institué un prix qui s'appelle prix Macky Sall pour le dialogue pan-africain. Je pense que dialoguer maintenant, ce n'est pas se compromettre. Dialoguer, ce n'est pas dealer. Dialoguer, ce n'est pas abandonner ses convictions. Mais dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée et calme, intelligente. Mais je pense que pour ça, il faut que de part et d'autre, je pense qu'il y a des efforts à faire du côté de l'opposition, mais il y a des efforts également à faire du côté du pouvoir, pour que le problème puisse être abordé de manière frontale, mais pas avec le front, mais de manière calme, et qu'on trouve un consensus.
mais un consensus également. Ce n'est pas le président qui l'impose. Je pense que pour ce qui est des échéances électorales, nous le disons parce que aujourd'hui, c'est assez regrettable de voir que par exemple, au niveau des exécutifs locaux, aujourd'hui, ce sont des échéances à n'en plus finir. C'est des mandats qu'on prolonge de manière élastique. Voilà. Mais ce qu'il faudra dire, c'est qu'il faudra qu'on soit conséquent. Voilà. Comme quoi, l'opposition doit revoir sa position. Le pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, va lâcher un peu de l'Est pour qu'on trouve, mais qu'on aille. Il ne faut pas que les problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes domestiques, qu'on continue à les avoir. Moi, je voudrais que celui qu'on élit puisse savoir qu'à telle date, le citoyen sénégalais puisse savoir que en 2027, le dernier dimanche du mois de décembre, on va voter une telle élection. Il faudra qu'on stabilise ça quand même. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. Au dernier volet de cet entretien, Gëm Sa Bopp, qu'est-il advenu? Oui, non, le mouvement Gëm Sa Bopp existe, mais est devenu une plateforme. Une plateforme de veille, de formation, une plateforme citoyenne, une plateforme qui va s'occuper de santé, de droits humains, qui va s'occuper de ce qui manque. Parce qu'aujourd'hui, il y a une hypertrophie de la politique dans l'espace public et un déficit criard de citoyenneté. Je pense que c'est un combat dans lequel nous allons nous battre en étant toujours plateforme Gëm Sa Bopp, mais nous avons décidé, suite à l'appel du président et suite à notre conviction, d'aller militer politiquement au niveau de l'Alliance pour la République. C'est pas surprenant. C'est pas surprenant au regard de vos positions. Non, pas de mes positions, de mes relations anciennes avec le président de la République. Je pense que ce que les gens n'ont jamais compris d'ailleurs, c'est difficile, c'est de dire on ne peut pas comprendre que vous ne soyez pas. J'avais tout ce qu'il faut pour être membre fondateur de l'Alliance pour la République. J'étais là au début de l'histoire, mais c'est une histoire qui est venue simultanément avec l'histoire de Gëm Sa Bopp. Donc, il fallait que Gëm Sa Bopp fasse tout son processus, toute sa mue, avant de convaincre nos amis, nos militants, de venir à l'Alliance pour la République. Mais nous y serons. Vous pensez que cette intégration sera facile? Non. Maodo Malick qui va quitter son mouvement Gëm Sa Bopp et qui va militer à l'APR. Oui, mais vous savez, Gëm Sa Bopp, ce n'est pas... Gëm Sa Bopp n'a pas été un bon mouvement. Gëm Sa Bopp a été une bonne philosophie. C'est cette philosophie-là qui dit aux jeunes de mon quartier que vous pouvez quitter ici, Cité Lamy, la haute banlieue de Thiès, et avoir votre voix qui porte loin, en vous traçant une voie, c'est-à-dire en disant Gëm Sa Bopp, c'est-à-dire croire en soi. Et Gëm Sa Bopp, ce n'est pas mépriser les autres. Gëm Sa Bopp, ce n'est pas croire que vous êtes supérieur aux autres. Gëm Sa Bopp, c'est croire que le seul, aujourd'hui, détenteur, le seul maître du destin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les autres sont des agents du destin. Il n'y a pas un agent humain d'un destin humain. Il n'y a qu'un maître. Il n'y a pas de maître d'un destin humain. Il n'y a que les agents du destin. Voilà. Vous pouvez être mon agent du destin parce que peut-être je peux apprendre avec vous quelque chose que je peux exploiter ailleurs qui me donne une fulgurance. Votre professeur d'université, votre professeur de votre école, votre instituteur de l'école primaire est un agent du destin. Tous les autres peuvent être des agents du destin. Gëm Sa Bopp, c'est ça. Et de croire que le seul qui a le détenteur de pouvoir d'être le maître du destin, c'est subhanahu wa ta'ala. Et nous allons nous battre au niveau de l'Alliance pour la République. Ramper, ça va être difficile parce que nous sommes venus avec un statut d'élu d'abord. Et l'acte fondateur de la légitimité d'un homme politique, c'est l'élection. Nous ne sommes ni commentateurs politiques, ni spectateurs politiques. Nous sommes des acteurs politiques dotés d'une légitimité. Voilà, Maodo Malick Mbaye, merci. Merci, c'est moi, Thierno. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANAMO, l'Agence nationale de la maison de l'outil. Vous êtes également le président de Gëm Sa Bopp, président de l'Association nationale des élus départementaux.
vous êtes spécialiste en médiation internationale face à face, vous remercie. Merci, c'est bon. Voilà, à la technique Modou Diop, au micro pour la présentation Thierno Diallo. Merci d'avoir suivi, on se donne rendez-vous dans 2 semaines.